Gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies talk. Come baby, baby, pull me close. Don't say we're gonna let our bodies talk. Gonna let our bodies talk. Let our bodies talk. Don't say we're gonna let our bodies. Merci, désolé pour la transition rapide. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais vous parler, durant cet exposé, du concept de permaculture appliqué au gazon sportif. Donc pour ça, je vais vous présenter des expériences et des suivis scientifiques qui ont été conduits. Ah, attendez, il y a une annonce, il faut que je respecte. Voilà, l'annonce est terminée. Donc je vais vous présenter plus en détail les projets qu'on a conduits au Golfe National qui appliquent la permaculture, donc le concept de permaculture au développement d'un gazon sportif. Et je vais commencer par une brève remise en contexte historique et puis un descriptif de ce schéma pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que le projet a pris naissance. Donc c'était dans un contexte post-Ryder Cup, juste après la Ryder Cup de 2018, et aussi dans un contexte où on était en train de vivre le premier confinement, et dans lequel on manquait pas mal de visibilité sur le devenir de l'activité golf. Et donc c'était une période où les réflexions étaient assez nombreuses, et où on avait probablement intérêt à remettre dans le contexte les différentes problématiques qu'on rencontrait. Donc, à l'époque, c'était plutôt des problématiques sanitaires avec le virus du Covid, mais on avait aussi parallèlement l'habitude d'avoir des problèmes estivaux sur les restrictions d'eau et évidemment la loi Labbé qui se profilait et aussi des enjeux sur la biodiversité qui étaient importants. Donc, j'ai mené une réflexion pour essayer de prendre de front tous ces problèmes en même temps et essayer de rentabiliser le temps qu'on était en train de vivre dans une situation un peu compliquée. Donc, vous voyez, si je vous décris un petit peu ce schéma et pourquoi est-ce qu'on s'est appliqué à développer ce modèle-là, en gros, on s'est inspiré des différents modèles qui existaient déjà dans la permaculture ou dans les différentes cultures durables. Et on l'a appliqué autant que possible à ce que représente pour nous une surface de jeu traditionnelle, en essayant de concilier tous les modèles en même temps. Donc ici, vous avez comme première épaisseur, c'est une épaisseur dont on a profité sur le dispositif qu'on a réalisé au Golfe National, et qui est une épaisseur souterraine. Donc on n'a même pas eu véritablement à mettre en place. Et il s'agit donc du système racinaire de robinier faux acacia qu'on a donc abattu. Dans un premier temps, parce que c'est une espèce invasive, exotique, et que le muséum nous encourage, parce qu'on est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc le Muséum d'Histoire Naturelle nous encourage à contrôler ces espèces invasives et éventuellement donc à les abattre lorsqu'elles se développent de manière un petit peu trop envahissante, justement. Mais donc ces arbres, ils ont une propriété assez particulière, c'est que ce sont les meilleurs ligneux qui sont des fixateurs d'azote. Donc les meilleurs fixateurs d'azote au niveau des arbres. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse énormément dans le sol, d'avoir une présence d'azote régulée par la présence de racines, qui elles-mêmes en plus travaillent des sols éventuellement parfois très pollués, puisque les robiniers acceptent de pousser sur des sols très artificialisés, comme ceux du Golfe National par certains endroits. Et donc ils ont un véritable intérêt en termes de nutrition du gazon et de design architectural du sol. Au-dessus, on a donc entreposé du bois mort, du gros bois mort, et ensuite différents éléments. Et je voudrais, pour tous les éléments qui viennent par la suite, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas particulièrement les propriétés de ces éléments qui sont intéressants, ce sont plutôt les choses qu'elles abritent. Donc, c'est-à-dire que la composition du bois mort, on va principalement avoir une composition carbonée,
Mais ce qui nous intéresse, nous, principalement, dans la présence, par exemple, du bois mort, comme dans la présence de beaucoup d'autres épaisseurs de déchets verts, c'est le fait qu'elles puissent abriter différentes formes de vie. Et ça, je vais vous en parler plus longuement juste après. Donc le bois mort, ce sont des véritables gros morceaux de bois, et je pense que c'était important de respecter ce gabarit, parce que, en fait, chacune de ces épaisseurs représente, si vous voulez, ce qu'on appelle une niche écologique. Et l'intérêt d'une niche écologique, c'est précisément d'abriter de la vie. Et nous, si ces différentes formes de vie qui sont susceptibles de s'intercaler dans chacune de ces épaisseurs nous intéressent, c'est précisément parce que les différentes formes de vie présentes dans le sol je laisse passer l'annonce. Voilà. Les différentes formes de vie qui sont présentes dans le sol, elles ont pour propriété de toutes avoir besoin de respirer. Donc, elles émettent une respiration qui est chargée en gaz carbonique, et ce gaz carbonique, ça nous permet de mesurer l'intensité de l'activité biologique qui est présente dans le sol. Donc, pour ça, on utilise un respiromètre. Et donc, le respiromètre nous donne un indicateur très précis de la quantité d'activité biologique qu'on peut avoir dans le sol. Bien souvent, dans un sol en permaculture, sur un modèle de permaculture pas très élaboré, on va dire composé uniquement que de une ou deux niches écologiques. Donc, disons, traditionnellement, les gens mettent souvent du bois et du gazon. Donc, admettons qu'on ait uniquement ça. Le problème d'un aménagement simplifié comme celui-là, c'est que les différentes formes de vie présentes dans le sol vont décliner extrêmement rapidement. Et bien souvent à cause de la présence excédentaire de champignons, donc de pression fongique. Et tout ça, ce sont des mesures qu'on a pu effectuer à travers un suivi de Master 2 qui portait sur l'amélioration de la durabilité des surfaces sportives. Et dans ce Master 2, on a donc étudié toutes les populations de champignons, de bactéries, de nématodes. On a regardé l'évolution thermique du sol, également la profondeur racinaire, tout un tas d'éléments très importants. Mais celui qui a le plus retenu notre attention, probablement parce qu'on rencontre de plus en plus de problèmes d'eau, c'est cet aspect lié à la respiration, et je vais donc vous expliquer pourquoi. C'est parce que la respiration, comme vous le savez probablement, dès que vous soufflez en face d'une vitre, vous voyez tout de suite le dégagement de ce qu'on appelle la buée. Et la buée, c'est précisément donc c'est de l'eau. En petite quantité, certes, mais c'en est quand même. Donc, quelle que soit la forme de vie, à partir du moment où elle respire, elle va avoir comme propriété d'émettre à petite échelle de l'eau à travers sa buée de respiration. Et nous, on s'est aperçu progressivement donc que les données de respirométrie étaient parfaitement corrélées avec la bien-portance agronomique du gazon en surface. Donc l'équilibre agronomique étant lié à la respirométrie, on s'est dit que probablement cette respirométrie faisait office de goutte à goutte dans le sol. Et en approfondissant un petit peu nos recherches et nos mesures, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était fort probable que la respirométrie alimente extrêmement bien notre gazon en eau, parce que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, dans les 20 premiers centimètres du sol, lorsqu'il fait relativement chaud et qu'il y a eu une période de sécheresse, disons d'une semaine, avec 7 jours consécutifs sans eau, vous trouvez, quand vous venez faire des mesures au TDR sur une surface comme celle-ci, vous trouvez 0% en surface et vous avez un gazon qui reste vert fluo et extrêmement bien portant. Donc ça, c'est des choses qui ont plutôt surpris à la fois les scientifiques et à la fois mes collaborateurs en interne, parce qu'on n'avait encore jamais vu un gazon rester bien vert avec 0% au TDR. Ensuite, ce qui nous a mis aussi sur la piste, c'est qu'en regardant la profondeur d'enracinement de notre gazon, on avait des racines qui allaient plus profond que notre tarière qui servait à faire les relevés, et cette tarière avait 50 cm de profondeur. Donc on a donc des racines, en coupant le gazon à une quinzaine de millimètres de hauteur, des racines qui descendent à plus de 50 cm. Donc il faudra utiliser une tarière plus profonde pour savoir éventuellement jusqu'où ça va. Ensuite, donc maintenant je vais revenir un petit peu sur le descriptif des différentes lasagnes végétales pour vous expliquer un petit peu leurs propriétés, leurs fonctions et le mécanisme de pourquoi est-ce qu'elles abritent mieux la vie que d'autres et pourquoi est-ce qu'elles sont susceptibles de se maintenir dans le temps alors que d'autres ne le sont pas. Donc voilà, au-dessus de notre bois mort, on met des matériaux donc avec des gabarits de plus en plus fins pour essayer quand même de combler un minimum les trous d'air qui peut rester dans cet aménagement. Mais je vous rassure sur une chose, si vous pensez que les trous d'air risquaient d'être un problème par la suite qui aurait créé des surfaces accidentées, c'est que aussi bien en surface qu'en sous-sol, la nature a horreur du vide.
Et lorsqu'une cavité éventuelle se crée dans un édifice comme celui-ci, elle est systématiquement rebouchée par une espèce voisine de l'espèce qui aurait été susceptible de créer cette cavité. Donc si par exemple vous avez des insectes xylophages qui détruisent du bois mort ou qui le consomment, vous avez à 100% de chance quasiment d'avoir une fourmilière qui va aller occuper l'espace consommé par les xylophages. C'est pareil à peu près pour n'importe quelle espèce qui aurait eu tendance à dégrader un petit peu le milieu. Il y a systématiquement d'autres espèces présentes dans l'une de ces lasagnes qui est susceptible d'intervenir et de réparer ou de créer tout simplement des galeries, parce que la plupart de la biodiversité souterraine présente dans ce milieu sont des êtres vivants créateurs de galeries. Et des galeries qui se tiennent, si vous voulez, qui sont relativement solides, aussi solides que les galeries que vous pouvez avoir en forêt ou dans vos jardins. Quand vous marchez au-dessus de certains sols relativement vivants, c'est pas pour autant que vous vous enfoncez dedans ou que le sol s'effondre. Voilà, c'est une petite parenthèse pour vous rassurer sur le fait que pour l'instant on n'a encore rien constaté en termes de baisse de la planimétrie, et au contraire on a systématiquement une amélioration et des retours très convaincants du pôle France, chez les jeunes de l'élite française qui s'entraînent sur le site du Golf National, en équipe de France pour la plupart. Leurs retours sont extrêmement élogieux et convaincants, donc en tout cas sur les départs qu'on leur a fait tester à différents intervalles depuis qu'ils ont été créés. Donc voilà pour les branches. Vous avez des branches vertes et des branches sèches, parce qu'on essaye de respecter un rapport carbone-azote quand même assez important. Et on aurait même pu écrire branche, mais ensuite on peut imaginer quand même qu'on passe à un gabarit un peu plus fin avec des brindilles pour essayer de combler au maximum les trous qui sont susceptibles de persister dans l'aménagement. Ensuite, vous avez des choses de plus en plus fines en termes de gabarit, donc des feuilles puis du gazon fauché. Vous avez ensuite, ça c'est assez important que je m'arrête dessus, la présence d'aiguilles de résineux. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué, j'ai fait une petite parenthèse pour vous dire que tous les modèles de permaculture sont pas forcément viables en fonction de ce que vous utilisez. Parce que par exemple, la présence excédentaire de gazon dans un aménagement, ça va être un motif d'affaissement, à mon avis, qui serait une éventualité qu'on ne rencontre pas une fois que les aiguilles de sapin sont là, car en fait elles limitent très significativement le développement des champignons. Les aiguilles de résineux, les huiles essentielles et la résine qui sont présentes à l'intérieur sont des éléments que les espèces de différents cryptogames, de différents champignons n'apprécient absolument pas, et donc ça régule leur développement de manière très significative. Donc on ne voit jamais, depuis qu'on a développé nos surfaces, on va dire de développement excessif d'une seule espèce de champignon. Elles se tiennent visiblement tout en respect, y compris les champignons qui sont présents dans les produits de biocontrôle. Donc on a fait des inoculations de trichoderma sur la moitié des surfaces expérimentales qu'on a mis en place, et on a suivi l'évolution des populations de produits biostimulants. Et il se trouve qu'on n'a jamais constaté la moindre différence entre les parties qui étaient traitées et de celles qui ne l'étaient pas. Donc il semblerait, et pourtant on a mis les doses absolument maximales qui étaient recommandées par Biofitech, et c'est Biofitech eux-mêmes qui sont venus faire les inoculations, on a observé absolument aucune différence, et il semblerait, d'après les scientifiques qui travaillaient sur le sujet, que la diversité des niches écologiques présentes dans cet aménagement font qu'on a tellement de différentes populations de champignons qu'il n'y a aucune espèce qui est susceptible de prendre le pas sur les autres. Les niches écologiques sont trop nombreuses, donc il n'y en a pas une qui soit particulièrement réservée à Trichoderma et pas aux autres. Donc visiblement, même quand on inocule à fond, on ne retrouve pas Trichoderma par la suite, mais on ne retrouve aucune autre maladie non plus. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de fusariose, pas d'anthracnose, aucun dollar spot, rien. Voilà, donc maintenant je vais passer peut-être à d'autres strates. Donc on a aussi cette strate qui n'est pas forcément complètement intuitive avec les plumes ou la laine de mouton, qui est assez intéressante parce que elle a justement comme propriété de faire une sorte de géotextile rétenteur du sable 0,1 mm pour éviter de le retrouver dans des strates un petit peu plus grossières en dessous, sachant que c'est quand même un matériau qui coûte assez cher, le sable 0,1 mm. Ça peut être intéressant de le garder vraiment en surface avec un faux géotextile
qui ait des propriétés naturelles comme la laine de mouton, mais pas uniquement. Il n'a pas uniquement la propriété de retenir le sable 0,1 mm. Il se trouve que la laine de mouton est elle-même composée d'une vingtaine de pourcents de carbone, 15% d'azote et à peu près autant en phosphore. Et donc c'est un matériau particulièrement adapté pour à la fois laisser passer le système racinaire, retenir une certaine quantité d'eau et apporter des éléments nutritifs en parfait équilibre pour différents types de cultures, qu'elles soient maraîchères, agronomiques dans le gazon ou éventuellement agricoles. Ce sont des matériaux qui suscitent de plus en plus d'intérêt, sur lesquels il y a de plus en plus de réflexions et qui vont peut-être commencer à avoir des filières de valorisation, sachant qu'à l'heure actuelle, ça n'est absolument pas le cas. L'ensemble des éleveurs ou des pratiquants d'éco-pâturage font systématiquement appel à des déchetteries pour se débarrasser purement et simplement de la laine. Il n'y a plus absolument plus de filière textile, à l'exception de, je crois, peut-être une usine qui nettoie et produit encore de la laine dans le sud-ouest, mais ailleurs en France, c'est absolument pas le cas. Donc vous tomberez systématiquement sur des gens qui soit la brûlent, soit s'en débarrassent d'une manière ou d'une autre. Mais pour le moment, c'est encore très confidentiel et voilà, très restreint le nombre de gens qui en font quelque chose d'utile. Et là, il y a véritablement quelque chose à faire d'après moi. En tout cas, nous, on a accumulé plusieurs dizaines de mètres cubes. Là, on a une centaine de mètres cubes d'avance pour des futurs aménagements. Et on en a déjà utilisé à peu près autant sur ceux qu'on a déjà réalisés au Golfe National. Donc c'est pour vous dire, il n'y a vraiment aucun problème. Avec les acteurs locaux qui gèrent des ovins, vous en trouverez. Les plumes, c'est les mêmes propriétés, sauf que les volaillers ont un peu plus de difficultés à mettre à disposition leurs plumes, sachant qu'il y a eu la grippe aviaire et qu'il y a beaucoup, d'après eux, de contraintes sanitaires qui les empêchent de restituer tous ces matériaux. Donc ensuite, le sable 0,1 mm de façon classique. Là, on a mis 20, mais on a aussi fait des surfaces avec 27,5 cm, ce qui est la limite minimum pour recevoir, a priori, dans les normes USJA des tournois internationaux. Et ensuite, on a donc un plaquage de gazon sportif, mais qu'on a aussi essayé sous forme de semis, et qui est tout à fait convaincant aussi sur ce modèle de semis. Voilà. Donc je vais maintenant passer. Donc ça, c'est un schéma qui est très similaire, mais un petit peu plus artisanal, parce que j'avais pas fait appel au responsable graphisme du Golfe quand je l'ai fait. Je l'ai fait un peu seul. Il y a une petite différence, c'est la présence d'Oya, qui sont donc des rétenteurs d'eau en terre cuite, et qui représentent une méthode sud-américaine à l'époque des Incas, où ils alimentaient leur culture dans des régions relativement désertiques grâce à ces procédés. Grâce au fait que, justement, un contenant en terre cuite rempli d'eau va faire une diffusion lente de l'eau autour de lui et aura à peu près le même système de goutte à goutte que celui qu'on recherche à obtenir avec la respirométrie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est un autre schéma très similaire. Là, on va arriver sur donc des photos des phases de construction d'un édifice donc en permaculture sur le site du Golfe National. Et donc, vous allez voir un petit peu étape par étape comment est-ce qu'on s'y est pris et à quoi est-ce que ça correspondait sur le terrain en termes d'image et de pratiques culturelles, on va dire. Et donc, voilà. Donc, on commence à mettre le plus éloigné de la surface les dernières strates, celles avec lesquelles on va terminer, donc à savoir la laine de mouton. Le sable, on l'a fait venir avec une remorque qui arrivait à la fin. C'était assez peu productif de l'entreposer sur du gazon et d'en perdre la moitié. Du coup, on l'a vraiment amené au dernier moment. Ici, tout ce que vous voyez, ce broyat-là, c'est un mélange entre des sapins de Noël broyés entièrement toute la ville de Voisins-le-Bretonneux au moment des fêtes de fin d'année, de la période des fêtes de fin d'année. Et derrière, vous avez tous les sapins de Noël de la ville de Villepreux qui s'en sont débarrassés, mais pas sous forme de broyat. Là, les sapins étaient entiers, donc on les a pris quand même, mais ils ont fait office de branche pour le coup, les sapins de Villepreux. Ceux de Voisins-le-Bretonneux, en tant que sapins broyés, eux, ont pu être intégrés aux dernières strates des lasagnes et jouer exactement le rôle auquel j'ai fait référence pendant la présentation du schéma. Derrière, vous avez les branches, les feuilles, du gazon fauché qui est un petit peu intercalé, parfois un petit peu caché. Et on a aussi des fauches de haut ref, des fauches annuelles, parce que c'était une période hivernale, donc on avait quand même beaucoup plus de facilité à obtenir des gazons hauts, enfin des fauches de prairies hautes, plutôt que notre habituel gazon des fairways qu'on reçoit en grande quantité, mais plutôt en période printanière et estivale. Derrière, vous avez le début du terrassement de la zone, parce que cette fois, on m'a demandé quand même de faire une zone qui était à niveau. Les tout premiers aménagements, ils étaient dans des coffrages en bois, surélevés. Là, on a fait un aménagement qui était à niveau avec le sol pour vraiment pouvoir faire rentrer toutes les machines traditionnelles d'un parc matériel normal. Voilà. Là, on voit un autre angle de vue sur l'accumulation des déchets verts qui nous ont aidés à faire la surface.
Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez un ordre de grandeur avec le drapeau du trou numéro 9 de Loiselet derrière. Voilà. Donc ça, c'est le terrassement qu'on a effectué précisément, comme je vous disais tout à l'heure, sur un espace où poussait un bosquet de robiniers faux acacias, qui sont ces arbres, les meilleurs fixateurs d'azote qu'on connaisse. Voilà. Alors là, vous avez une première image où on a quand même pas mal avancé dans la disposition des différents matériaux. On a déjà disposé le gros bois. En fait, il y a la Société du Grand Paris qui fait passer la ligne du métro sur 10 hectares de notre site, avec lesquels on réalise beaucoup de mesures compensatoires au niveau de l'environnement, qui sont venus déposer un ensemble de ce qu'on appelle d'hibernaculum, qui sont des tas de bois destinés à abriter différentes formes de vie, des reptiles, des batraciens, des rongeurs, qui étaient présents sur le technocentre et ils avaient pour mission de les déplacer ailleurs pour les préserver. Moi, je leur ai dit, venez donc les mettre chez nous, dans le green en permaculture, et donc ils l'ont fait. Et j'étais pas là pour prendre la photo quand ils l'ont fait. Voilà, donc ils l'ont fait. Après, je suis arrivé et on a commencé à disposer les branches un petit peu moins épaisses. Donc là, c'est l'étape après gros bois où on met, comme je vous disais, des choses qui se rapprochent de grosses branches, branches moyennes. Ou, vous voyez, les sapins qui sont non broyés, on les a mis avec le reste des branches. On leur a pas donné la place des aiguilles de résineux et des sapins broyés qu'on a mis sur le sommet. Donc là, on commence, enfin c'est plus que commencer, on a déjà mélangé le gros bois avec, on a mis les épaisseurs de bois moyen, on a réparti en même temps les feuilles, le gazon et les aiguilles de résineux broyées, et là vous avez l'état assez grossièrement disposé de laine de mouton. Et je voulais attirer votre attention sur le fait que sur le schéma, effectivement, toutes les couches sont présentées de manière extrêmement bien délimitée, bien propre, etc. Si dans la réalisation, les choses sont un petit peu plus brouillons, ce n'est pas une catastrophe. Il ne faut pas évidemment mettre le gros bois sur le dessus et mettre votre sable tout en dessous. Mais s'il y a quelques imprécisions au niveau de l'agencement des matériaux, il y a pas mort d'homme, les réactions se font quand même et les niches écologiques sont quand même exploitable. Après, plus on est précis, mieux ça se passe. Mais là, la qualité de l'image me permet pas de vous montrer à quel point est-ce qu'on a bien disposé chaque chose à sa place, malheureusement. Et le fait qu'on ait beaucoup circulé, etc., c'est pas forcément explicite sur cette image-là. Par la suite, on verra donc que, voilà, la laine de mouton vient recouvrir l'ensemble des autres strates dont je vous ai parlé. L'avant-green est entièrement sablé pour essayer de bien montrer le contraste entre ce que sera la permaculture et des zones plus traditionnelles. Et vous voyez, donc la forme du green, c'est exactement celle que laisse deviner la présence de la laine de mouton et qui est donc entourée par ce sable 0,2 mm habituellement destiné au fairway et au départ de l'albatros. Donc vous voyez, là on commence à plaquer sur l'extérieur. Donc ça, c'est une étape que je regrette un petit peu, même beaucoup. C'est un géotextile, un voile d'hivernage en fait, qui était là pour retenir le sable 0,1 mm avant que je m'aperçoive que la laine de mouton était capable de le faire d'elle-même. Donc ce voile d'hivernage, il a pour propriété de retenir le sable 0,1 mm, purement et simplement, il laisse passer aucun grain, mais il laisse passer, par sa porosité, les racines du gazon. Donc on l'avait déjà testé en amont pour être sûr qu'il remplirait bien cette fonction. Et quand on l'a mis, on n'a pas été complètement surpris. Voilà, ça a fait ce qu'on lui demandait. Par contre, ça a aussi créé quelques surprises dont on se serait bien passé, à savoir des petites cavités entre la laine de mouton et le sable. Et ces petites cavités, à ces endroits-là, il n'y a pas énormément d'activité biologique, au tout début du moins. Et donc, ça n'a pas facilité particulièrement l'enracinement aux endroits où ce géotextile n'était pas parfaitement au contact de la laine. Et on s'en est aperçu en prélevant des carottes par la suite aux endroits où le gazon avait l'air en meilleure santé et aux endroits où il nous paraissait un petit peu plus stressé. On s'est aperçu que les endroits où il était stressé, le géotextile n'était pas vraiment bien en contact avec la laine de mouton. Et ce qui aurait vraiment été appréciable, ça aurait été de changer ce géotextile par la présence, comme je mettais tout à l'heure dans le schéma, d'une fine couche de compost criblé ou de matière organique criblée.
mais très fines, hein, uniquement pour donner une sorte d'appétant aux racines du gazon et faire en sorte qu'elles aillent encore plus vite dans la laine de mouton et sans avoir ce problème de cavité qui sont susceptibles de se créer avec un matériel imputrescible comme le géotextile. Voilà, donc là on a commencé à disposer des cocottes de chantier pour avoir une idée de la hauteur de sable qu'on était en train de disposer à tous les endroits du green. Et plus on avance, plus on se rapproche d'un niveau uniforme. Là, on termine avec un sable 0,04 mm recommandé principalement. C'est Alexandro Reyes qui nous a plutôt lancé sur ce sable en nous disant que ça aurait sûrement des propriétés intéressantes avec le reste de l'aménagement. Pour l'instant, c'est relativement convaincant. On n'est pas trop déçu du truc. Donc voilà, on a commencé à passer un dragmat, à améliorer un petit peu la planéité. Là, je vous mets une première coupe verticale, donc on va pouvoir regarder d'un peu plus près, si vous voulez, tout à l'heure, que je vous ai ramené sous forme de modélisation transportable, d'outils pédagogiques là-bas. Et donc là, on se rend bien compte de l'ensemble des lasagnes dont je vous parlais tout à l'heure et de finalement l'assez bonne organisation qu'on a réussi à obtenir, malgré l'aspect un petit peu brouillon que ça pouvait avoir sur certaines images précédentes. Donc là, vous avez du gros bois mort. En dessous, vous avez les systèmes racinaires des robiniers abattus. Les branches de plus en plus fines, le gazon, les feuilles, les aiguilles de résineux, la laine de mouton, le sable et le plaquage du gazon qui va arriver juste après. Donc là, ça commence à plaquer le green, voilà, avec, vous voyez quand même un avant-green très sommaire, mais qui va finir par s'uniformiser de façon assez convaincante. Et là, vous avez donc le directeur juridique et le directeur de la DTE qui se promènent très curieux de la progression de cet aménagement. Et donc, vous voyez qu'on a quand même leur soutien et leur confiance, et que ça fait assez plaisir sur des dossiers comme celui-là. Et là, vous avez le plaquage qui vient d'être terminé. Donc, la première sensibilisation scolaire avec la collaboration de Maïf, qui avait à cœur de présenter un sujet environnemental constructif pour des jeunes scolaires, sachant qu'ils ont souvent des projets socio-environnementaux assez convaincants au niveau de la Maïf. Ça nous a paru naturel, voilà, de les amener sur un tel aménagement et essayer de faire germer en eux des perspectives liées à l'environnement. Le premier passage du KESMAC, très important pour essayer de retrouver une planéité convaincante, plus convaincante que celle qu'on avait au départ, du moins, parce que vous voyez, il y a quand même quelques endroits qui restent encore assez imparfaits à ce niveau-là de l'évolution. Là, vous avez un enracinement peut-être d'une semaine ou 10 jours, à peu près. Là, vous commencez à voir les premiers enracinements qui sont visibles via cette porte. Donc cette porte que j'ai fabriquée pendant la phase de terrassement des lieux, pour qu'on puisse avoir toujours un œil sur la capacité à se maintenir dans le temps des différentes strates végétales, éventuellement un œil sur la biodiversité qui se développe. Et vous voyez, elle existe pour de bon. Vous avez là quelques escargots, mais très régulièrement, on voit des rongeurs qui circulent, uniquement dans les parties basses, hein, parce que plus on se rapproche du sommet, plus les différentes composantes des lasagnes sont repoussantes pour des mammifères de taille conséquente. C'est-à-dire que ils apprécient absolument pas de creuser dans la laine de mouton. En plus, c'est chargé d'odeurs qui leur donnent l'impression que la place est déjà occupée. Ensuite, vous avez une compaction racinaire qui leur déplaît tout autant que sur un green traditionnel. Le sable 0,1 puis 0,04 qui ne leur plaît pas non plus. Et pour l'instant, on n'a ni sur les départs ni sur les greens observé encore la présence d'aucun mammifère ou être vivant dérangeant pour le jeu. Aucun animal jouisseur en surface, rien. Par contre, en souterrain, oui, ça, on se doute bien qu'il doit y en avoir. Les premières images des premières tontes, voilà, simplex. Et puis aussi les traces, on va dire, oui, effectivement, peut-être des premiers stress qui sont, d'après moi, en partie liés à l'excès de vigueur agronomique du gazon et au fait que, avec des tontes espacées comme celles qu'on lui a réservées, finalement, de temps en temps, il nous arrivait de scalper. Et là, vous avez pas mal d'exemples de scalp et d'exemples d'une pousse agronomique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos surfaces traditionnelles. La première aération, piquage. Donc, sur cette aération, on voit juste en dessous qu'il y a eu aussi quelques réparations qui ont été faites parce que certains golfeurs ont cru qu'on était en train de leur fabriquer une T-line pour le practice. Donc on a eu quelques divos sur les dernières phases de l'aménagement de la surface. Avant qu'on communique plus sérieusement sur le projet et le contenu, on a eu quelques dérapages comme ça. Et donc juste en dessous pour les réparations, ce qui est intéressant, c'est que là vous voyez
une carotte sur laquelle il y avait un divot du green en permaculture avec son enracinement et une carotte prélevée sur un green gazonnière de l'Albatros. Vous voyez la différence d'enracinement, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez un enracinement dans l'un des deux cas qui reste prisonnier de la matière organique contenue dans le sable. Dans l'autre, vous avez un enracinement très proche d'une chevelure profonde et qui se dissocie complètement du substrat. Une deuxième image, voilà, de la différence d'enracinement entre green traditionnel à gauche et green en permaculture à droite. Ici, les premières traces d'hétérogénéité qui sont, d'après moi, comme je vous dis, liées à la présence de géotextiles que je regrette beaucoup, mais qui nous instruit pas mal quand même sur le développement de ce modèle. Et on a aussi une illustration de quand même de la densité agronomique qu'on est susceptible d'avoir sur les endroits où ça se passe bien. Donc ça, ce sont des scalps liés au fait que 2 tontes ont été espacées d'une durée un petit peu trop importante. J'ai pas forcément senti venir le fait que les développements seraient à ce point-là vigoureux, et j'ai pas passé des recommandations forcément très précises à mes collègues qui avaient eux-mêmes peur de faire des erreurs sur mon aménagement. Du coup, voilà, la prise de repère avec ce nouveau modèle n'était pas forcément évidente, mais vous voyez, on a quand même une vigueur agronomique générale qui est quand même assez impressionnante, et on est plutôt victime de notre succès plutôt que à la recherche d'éléments qui nous auraient véritablement manqué. Ici, on a encore une preuve, une illustration du fait qu'il y a un maintien qui existe bel et bien, et on a les premières traces d'assèchement des zones qui accueillent ou qui laissent passer le plus d'air. Donc, pour vous dire, effectivement, entre la porte et le sol, il y a une certaine circulation d'air, et cette circulation fait que l'eau est extrêmement difficile à maintenir à cet endroit-là. Donc même si on a une respiration importante, une buée constante dégagée par les différents êtres vivants, elle ne suffit pas à compenser la circulation d'air et la sécheresse qui est susceptible d'avoir sur un véritable couloir aérien comme celui-là. Là, c'est un exemple, voilà, de ce qui se passe dès qu'on soulève l'épaisseur de gazon. On arrive donc directement dans un mélange laine de mouton sable, enfin plutôt sable et ensuite laine de mouton, mais en bordure, on a peut-être été un petit peu moins précis qu'au niveau du green lui-même, mais à cet endroit-là, on est vraiment, oui, vous voyez là, le sable et la laine de mouton est juste en dessous, et on voit que la perforation des différentes strates supérieures est vraiment indéniable. Ensuite, on aimerait bien voir si on continue de pouvoir les observer à cet endroit-là, mais ça m'étonnerait. Vu la quantité d'air qui circule, il est probable que les racines aillent plutôt chercher vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une véritable surprise. Vous voyez, après quelques jours sans tonte, on est arrivé, et puis après des réparations liées à des divots, on est arrivé à un résultat où, là, ça a véritablement trop poussé. On a passé entre 4 et 5 jours sans tondre. Voilà le résultat. Donc là, je vous dis, j'étais pas très content quand j'ai vu le développement. Ça a véritablement trop poussé, quoi. Donc on repasse derrière avec pas mal de scalps, au bout de 2 bandes, un bac quasiment à vider, voilà. Et le résultat, après un oubli de quelques jours, une petite période de repos, voilà la surface qui continue de se mettre en place. Et donc je précise que là, on appliquait uniquement 1 mm d'arrosage les journées au-dessus de 30 degrés. Donc je suis même pas sûr qu'à cette époque, il y avait encore des journées au-dessus de 30. Donc là, a priori, il y a encore eu 0 goutte d'arrosage, ni intrant sur cette surface, à ce stade-là. Donc là, la première aération de la surface, qui a été qui est arrivée assez rapidement après la photo que je venais de prendre juste avant. C'est peut-être arrivé le lendemain. Donc cette première aération qui a été réalisée avec un Graden, elle a été relativement, même très convaincante, parce que le green avait été mis en place depuis à peine 1 mois, et il était déjà réceptif à une aération relativement musclée, parce que on a fait descendre les disques assez profonds, de mémoire à, je sais plus, 3, 4, 5 cm, je sais plus, mais on a fait en sorte de sortir quand même pas mal de matière organique, de matière tout court, là, c'est plutôt minéral même. Beaucoup de sable. Donc ça, c'est la reprise du terrain, un peu plus d'une semaine après l'opération.
Malheureusement, j'ai pas pris de photo du sablage. Je vous ai mis uniquement l'aération au Graden. Il y a eu un sablage consécutif à l'aération, et ça, c'est un peu plus d'une semaine après. Voilà, là, on doit être 9 jours à peu près, je pense, de mémoire, 9 jours après l'aération. Et là, ça doit être 2 semaines. 2 semaines avec un petit regarnissage de mémoire. Et donc voilà, une capacité de régénération quand même, où on voit que, de mémoire, là, il y a quelques semis qui ont repris sur des surfaces qui avaient stressé. Une image du maintien toujours de l'évolution dans le temps. Et ça, il me semble que c'est la dernière image en date, donc après les sécheresses estivales. Ah non, c'est peut-être l'une des premières sécheresses estivales, pardon. Donc là, c'est les premières résistances au stress liées aux chaleurs et stress estivaux. Et donc on voit certaines surfaces qui avaient déjà commencé à stresser, qui continuent de stresser, et d'autres qui continuent de se maintenir, avec donc cette fois un arrosage de 1 mm par journée au-dessus de 30 degrés uniquement. Ou sur des périodes avec 14 jours consécutifs sans pluie. Aussi, là, on se réservait le droit de mettre 1 mm d'eau par journée après 15 jours sans pluie. Voilà. Eh bien, il semble que ce soit la dernière image, pardon. Oui, je pensais qu'il y en avait d'autres, et en fait, non. Voilà. Bah écoutez, ça tombe assez bien, parce que je vais pouvoir répondre à vos questions maintenant, si vous en avez. Voilà. Oui. Ça a été réalisé quand, et maintenant il a combien de mois, quoi? Alors, le green en permaculture qu'on voit à l'image là, il a été terminé à la fin du mois de mars, peut-être le 1er avril, cette année. Ouais. Après, on a 2 ans de recul sur des départs en permaculture qui ont 6 réplicas à l'entrée de Loiselet. Malheureusement, j'aurai pas le temps de vous les présenter aujourd'hui, mais ils sont pour les jeunes qui sont en équipe de France chez nous, visiblement très convaincants en termes de jouabilité. Et voilà, donc on a des départs sur lesquels il y a déjà 2 saisons, dont une entièrement sans arrosage. Et pour la première, on a uniquement accompagné le gazon au moment de la germination, parce qu'on est parti sur des semis pour les départs. Donc on l'a accompagné pour terminer la germination, qui avait quand même déjà pas mal fonctionné en plein hiver. Donc il y a aussi, si vous voulez, une capacité à fermenter de ces aménagements qui maintiennent un équilibre thermique tout au long de l'année. Les relevés thermiques qu'on a pu faire dans les 20 premiers centimètres du sol, ils étaient toujours compris entre 14 et 17 degrés. 14 l'hiver au plus froid, 17 au plus chaud en été. C'est ce qu'on a cherché à faire, ouais, tout à fait, et c'est à peu près ce qu'on a réussi à obtenir, à quelques exceptions près, uniquement les jours où on a eu le réflexe d'anticipation d'arroser pour préserver les surfaces. Parce qu'on aurait aussi pu voir à quel moment est-ce qu'elle mourait. Ce qu'on a fait sur un green témoin d'ailleurs. On a fait un green témoin, donc pas en permaculture, qu'on n'arrosait pas du tout non plus. Il a tenu 2 semaines au printemps, et puis après il a disparu complètement. Voilà. Alors que ceux-là, qui étaient arrosés exactement au même rythme, c'est-à-dire au début rien, se sont maintenus jusqu'à ce qu'on ait eu besoin d'arriver, d'arroser 1 mm au-dessus de 30 degrés. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Je suis sceptique sur les granulométries. Tu as parlé de 0,04 mm pour un sable. Les limons démarrent à 0,05 mm et en dessous, donc on n'a plus à faire un sable, c'est un apport limoneux. 50 micromètres, c'est la limite des limons, hein. Donc voilà. Bon, pourquoi pas. Mon autre question, c'est de savoir si une prochaine Ryder Cup aura lieu sur des greens construits avec cette méthode. Parce que pour le jeu de golf, je suis pas convaincu de l'homogénéité et de la qualité. Le concept et la philosophie qu'il y a derrière tout ça, c'est très intéressant. Mais au niveau de la jouabilité tout au long de l'année et d'une qualité de roule sur des greens qui seront à 2,5 ou 3 mm, ça sera peut-être plus compliqué, non? Alors merci beaucoup pour cette question. Alors pour ce qui est de la granulométrie du sable, comme je disais tout à l'heure, c'était une recommandation qui nous a été faite par notre consultant Alexandre Reyes, donc qui a encadré la Ryder Cup 2018 et qui était consultant pour Turin.
il nous a recommandé d'utiliser le sable 0,04 mm qui est vendu sous ce terme de sable par nos fournisseurs. Donc voilà. Oui, j'en suis parfaitement d'accord. Bon, après, il y a des abus de langage chez les fournisseurs, faut pas nous en vouloir. Parfois, on n'est pas toujours familier des bons termes. Après, pour ce qui est de la jouabilité, là, effectivement, on s'est plutôt concentré sur la jouabilité de nos départs. Là, on avait plutôt à cœur d'observer la capacité de résistance expérimentale et avec un suivi scientifique associé au stress hydrique et à l'absence d'intrants. Après, pour ce qui est d'une adaptation sur des surfaces de tournoi, qui est absolument pas prévue pour le moment, on a quand même ça, si vous voulez, dans un coin de notre esprit, dans la mesure où déjà on a évoqué le fait de reconstruire notre parcours 9 trous de manière assez rustique avec ça, mais pour ce qui est de quelque chose de plus élaboré, on se réserve le droit, qui est complètement une éventualité qui pourra parfaitement se réaliser par la suite, de combiner une petite partie d'entretien traditionnel associée à ces surfaces-là, qui sont tout à fait réceptives à l'entretien qu'on pratique habituellement sur des surfaces classiques. Donc si on veut tout à coup additionner à cette gestion-là un passage très symbolique d'intrants, de biostimulants, d'arrosage, de sablage, d'aération, de ce qu'on veut, pour vraiment avoir exactement le résultat qu'on a sur l'Albatros, nous pouvons. Mais l'objectif là qu'on avait à l'esprit, c'était d'abord de ne pas brûler tout de suite des étapes, parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté d'obtenir tout de suite le résultat digne d'une Ryder Cup. Mais on avait plutôt à l'esprit de passer par des étapes préliminaires où on proposerait d'abord des greens accessibles un petit peu pour tous, qui seraient faciles à démocratiser, on va dire, pour le golfeur qui s'initie de bas niveau, le golfeur moyen peut-être. Et ensuite, éventuellement, de pousser dans ces retranchements agronomiques jusqu'à avoir une surface éventuellement acceptable avec les normes USGA qui accueillent des tournois internationaux, et donc qui sont des normes qu'on connaît quand même très bien. Mais les normes USGA à l'heure actuelle, elles excluent complètement le fait d'avoir recours à un tel aménagement, parce que tout n'est basé que sur des graviers, des drains, des sables, et avec des épaisseurs extrêmement conséquentes, qui d'après moi sont des aménagements qui illustrent exactement l'héritage de la révolution industrielle, donc, dont on est très fier, parce que c'est vrai que les parcours ont bénéficié de la révolution industrielle pour passer à un niveau de standing qui a strictement rien à voir avec ceux de pré-révolution industrielle. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution qui a l'air de se profiler, qui nous empêchera d'avoir recours aux méthodes habituellement utilisées, à savoir donc les restrictions sur l'arrosage, sur les intrants, sur les différentes pratiques culturelles. Et donc ça devient vraiment intéressant d'arriver avec un modèle qui ne vient certainement pas faire une révolution ou tout bouleverser, mais qui apporte quelques germes de réflexion pour les solutions qui vont se présenter à nous dans l'avenir. Et on prétend absolument pas remplacer quoi que ce soit, ni damer le pion à aucune autre méthode. Par contre, le fait d'apporter les débuts d'une réflexion sur des aménagements alternatifs qui vont nous permettre de faire face aux nouvelles législations, ça, ce sont quand même des éléments qui nous intéressent. Et qui intéressent aussi les partenaires du Muséum d'Histoire Naturelle avec lesquels on travaille, et les chercheurs de l'Université Paris-Saclay, sur lesquels on a lancé des projets scientifiques non conventionnés pour certains, pour d'autres conventionnés avec des gratifications attribuées aux chercheurs et aux universitaires. Mais ce sont vraiment des questions qui sont d'actualité, qui nous paraissent mériter de continuer de creuser. Voilà. Oui. Est-ce que tu as une idée de si ça va s'affaisser ou pas à un moment ou à un autre? Parce que je t'explique, moi à la maison, j'ai essayé de faire ça pour un potager, et je me suis bien rendu compte qu'au fur et à mesure, mes buts se sont affaissés, quoi. Donc est-ce que tu as utilisé des aiguilles de résineux? Beaucoup? Alors, c'est très important, je pense, de respecter des modèles assez élaborés et vraiment inspirés de ce qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure en présentant le schéma du modèle qu'on a développé, on a vraiment réfléchi sur chacune des épaisseurs de déchets verts de façon à ce qu'elles soient complémentaires avec les autres et qu'elles puissent abriter des formes de vie qui soient justement complémentaires entre elles. Et comme je le décrivais un petit peu, comme je l'expliquais tout à l'heure, les différentes formes de vie présentes dans ces aménagements, elles ont tendance à donner une architecture au sol, de manière à se protéger elles-mêmes des affaissements.
Donc le fait d'avoir différentes formes de vie qui sont d'assez bons architectes, en particulier les fourmis. Les fourmis, on les appelle assez souvent les architectes des sols de forêt. Parce qu'effectivement, sans fourmis dans une forêt, on se demande un petit peu quelle allure pourrait avoir la forêt et son sol si les fourmis n'étaient pas là pour lui donner une architecture adaptée. Et probablement aussi une respiration qui permet de donner une inertie à la capacité d'arrosage et de dispersion de l'eau à grande échelle, on va dire, sur un milieu. Et donc, nous, vraiment, cette stabilité, on compte en fait sur la biodiversité souterraine pour nous aider à consolider justement cette architecture. Et pour le moment, on n'a pas eu trop de déception. Si vous voulez, on est parti d'une surface qui était quand même très accidentée. Et progressivement, on n'a jamais eu à avoir rebouché un trou, à devoir passer une dame quelque part pour rattraper un relief inattendu. Et ça a été observé à la fois sur cette surface de green, mais on a aussi observé les mêmes choses sur les départs en permaculture qui avaient des hauteurs un petit peu plus modestes et sur lesquelles il y avait peut-être plus de risques aussi que les choses se produisent sur ce format-là, parce qu'on n'a pas pu amener sur ces départs tout notre parc matériel comme on l'a fait ici. Donc on n'a pas ramené les Procore, ni les Graden, les machines assez lourdes régulièrement là-dessus, pas de rouleau non plus sur les départs. Donc c'était des éléments qui nous inquiétaient un petit peu. Mais comme sur ces surfaces-là non plus, on n'a jamais vu d'affaissement ni de choses accidentées, et que ça doit probablement être lié aux dernières épaisseurs qui sont protégées par la compaction racinaire, le sable, etc. Et un dernier élément qui fait probablement qu'on n'est pas trop embêté par ça, c'est que les principaux facteurs de dégradation des éléments constitutifs d'un sol dans une forêt, ce sont normalement des facteurs liés à l'érosion. Donc aux amplitudes thermiques, aux pluies, au vent, au soleil, aux rayons lumineux qui tapent sur les différents éléments. Tout ça vraiment participe beaucoup à l'érosion des différents matériaux naturels. Et il se trouve que nous, comme on a tendance notre objectif, c'est de les avoir systématiquement sous le niveau du sol, on a à peu près on a le même niveau de différence de préservation qu'on est susceptible d'avoir entre la préservation d'une eau qu'on a dans une nappe phréatique et celle qu'on a dans une méga-bassine. Vous voyez, dans une méga-bassine, ça s'évapore. Dans une nappe phréatique, ça a plutôt tendance à rester au même endroit et à pas trop bouger. Et assez stable. Là, c'est un petit peu la même chose. Ou c'est un peu la même chose que par exemple, les soutènements de la ville de Venise. La ville de Venise, ils sont des soutènements en bois. Et ils ont tendance, du fait d'être assez coupés du milieu dans lequel ils étaient au départ, ça leur permet d'avoir une durabilité, une préservation de par l'érosion. Et le fait qu'il y ait moins de mouvement, moins de courant aux endroits où ils ont pu être mis, ça fait que ils tiennent encore à l'heure actuelle, alors qu'on aurait pu croire que ça durerait 50 ans maximum. Voilà. Une autre question. Je vous invite à m'en poser si vous voulez, je suis très ouvert. Mais sinon, je crois qu'on a pas mal dépassé le temps qui m'était réservé. Personne ne vient à ma suite, donc si vous avez encore d'autres questions, j'y répondrai quand vous voudrez, plus tard, dans le salon ou sur d'autres formats, si ça vous intéresse. Oui. Je voulais juste savoir si tu avais mis aussi du géotextile sur tes départs. Merci, oui, pour cette question. C'est assez intéressant parce que sur les départs, il y a certains endroits où j'ai déchiré le géotextile à cause des matériaux assez bruts que j'avais mis en surface. Sur les départs en permaculture, j'ai pas terminé avec la laine de mouton. J'avais pas encore eu cette idée-là. Par contre, j'avais la laine de résineux, les aiguilles de résineux et quelques branches qui dépassaient et qui ont pas mal agressé mon géotextile en le perçant à plein d'endroits. Et finalement, j'ai l'impression que ça a été assez utile. Ça a rendu service à ces surfaces. Ça a peut-être compensé le fait que j'y ai pas mis de laine de mouton. Voilà. Mais et donc, je pense que j'aurais vraiment mieux fait de pas mettre ce géotextile par la suite. Oui. Alors, ouais. Maintenant, tous les aménagements que je serais susceptible de faire,
ne partiront plus du principe qu'il y a besoin de ce géotextile pour retenir le sable 0,1 mm en surface. Parce que voilà, il y a d'autres éléments qui le font très bien. Une autre question par là-bas, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez mesuré les vitesses d'infiltration de l'eau en cas de forte pluie ou Merci beaucoup. Ben, c'est une bonne question. Effectivement, on a observé à quelle vitesse ça pouvait s'infiltrer, mais j'ai pas mesuré. Il n'y a jamais de rétention en surface. Ça draine extrêmement bien. Et bon, par contre, j'ai pas pris de chronomètre pour regarder à quelle vitesse ça évacuait, mais on n'a pas grand-chose à envier aux autres greens du parcours. Voilà. C'est un petit peu comme si on avait quand même un système de drainage intégré avec toutes ces couches très respirantes. Et le fait qu'il y ait énormément de biodiversité qui crée des galeries dans les épaisseurs de déchets végétaux, je pense que ça participe au fait que l'eau s'évacue extrêmement bien. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.